Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine, la plus panafricaine des télévisions du monde. Et l'émission, c'est bien évidemment 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, des commentaires, des différents acteurs de ces disciplines. Et avec moi sur ce plateau, bien sûr, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy. Et Mamadou Niang également est là. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Voilà, on n'a pas lancé le sommaire. Je n'ai pas lancé le sommaire parce que Michel, eh ben, tu le sais, 7 Sports a un an aujourd'hui, on va Bien dire. sûr. Alors lundi après lundi, semaine après semaine, mois après mois, ouais, le eh ben, temps passe ça fait vite, hein. un an que 7 Sports existe aujourd'hui. Mamadou Niang n'était pas encore là. Du moins ce jour-là, il était encore dans les coulisses. Et puis bon, ben voilà, il est arrivé en retard. On ne va pas reprocher cela à Mamadou. Mais ce qui est important aujourd'hui, Michel, c'est que nous allons proposer à nos téléspectateurs le premier numéro de 7 Sports, un extrait du premier numéro de 7 Sports que nous allons regarder et puis nous allons commenter sur le plateau Michel. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 7. Voici le premier numéro de votre émission de sport, 7 Sports. 7 Sports, c'est un résumé de l'actualité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses et des commentaires des acteurs ou dirigeants du monde du sport. C'est une émission que nous vous convions à suivre désormais tout le lundi à partir de 20h50 sur Canal 7, la télévision panafricaine. Après avoir bien sûr planté le décor, voici donc le sommaire de ce premier numéro. Pape Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Libreville il y a quelques jours. Un petit commentaire sur votre visite? Écoutez, pour moi, Libreville est toujours un prétexte. Y revenir reste pour moi un plaisir. Que vous inspire l'élément qui a été diffusé au regard de ce qui prévaut? On a affaire là à un jeune Gabonais âgé de 25 ans qui propulse déjà, qui évolue du côté de l'Hexagone, qui a fait parler de l'Afrique, y compris son pays, le Gabon, et qui évolue aujourd'hui du côté de Dortmund. Je crois que l'élément que nous avons vu résume assez bien le parcours de ce garçon qui est pétri de qualité et qui a aussi l'avantage, en tout cas je le pense ainsi, de bénéficier des conseils avisés d'un cercle restreint. Ah ben, je me suis trompé un tout petit peu sur la présentation de ce premier numéro. Mamadou Niang était effectivement là ce jour-là et nous parlions de la deuxième édition du Marathon du Gabon, Mamadou. Exactement. Voilà, et c'est de très bons souvenirs. On a vu Michel Zueyi, un mot par rapport au parcours de cette émission jusqu'à aujourd'hui, Michel, ça te fait plaisir? Bien sûr, Willy, vraiment chapeau à toute l'équipe, chapeau, effectivement, moi je pourrais même dire que ce premier numéro est baptisé Pape Diouf, hein, parce que on a eu ce privilège-là d'inaugurer ce premier numéro avec une personnalité importante comme Pape Diouf. Et autre chose, c'est une opportunité également de remercier le promoteur qui a cru au potentiel, aux compétences, au talent d'une jeune équipe et qui, jusqu'à ce jour, continue de croire à nous. Contre vents et marées, le plateau continue d'exister, l'émission est toujours à son heure et vraiment tout le monde a pu progresser et aujourd'hui on en est là. Vraiment pour moi c'est avec plein d'émotions et très sincèrement du fond de mon cœur que je vais remercier aussi la production, l'équipe de production de Canal 7 qui va se mobiliser chaque lundi pour pouvoir réaliser cette émission. Et vraiment chapeau encore à toi, Willy, parce que c'est gentil, Michel. tu étais quand même... Mais cela me va droit au cœur. Bah voilà, tu es quand même un présentateur modeste. Aujourd'hui, on a pu tenir un an et on a beaucoup qui n'ont pas pu réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. Et dire aussi que qui va lentement va sûrement. On a eu un an et on poursuit notre bout de chemin. On aura l'occasion peut-être de chanter à joyeux anniversaire dans quelques secondes. Peut-être demander à Mamadou son avis déjà par rapport au parcours de 7 Sports jusqu'à maintenant. Joyeux anniversaire, on en c'est 365 jours. 365 jours, c'est pas rien. Je pense que nous avons passé une étape. Je crois que tout le monde est à remercier, tous ceux qui ont suivi cette émission. Au niveau de la boîte, comme les téléspectateurs qui ont tous souvent aussi donné leurs impressions, leurs avis pour nous orienter. Nous sommes là pour ces téléspectateurs, pour ses amis, pour donner des informations sur le sport. Ensuite, également, en retour, apprendre quelque chose de ces téléspectateurs qui nous suivent tous les lundis. Félicitations à toute l'équipe. Quand je parle de toute l'équipe, c'est toute l'équipe de Canal 7. Ce n'est pas seulement
l'équipe du sport, mais tout le monde est inclus. Ouais, le rédacteur en chef, Carlo Antomengue. À l'époque, le directeur de l'information, monsieur Michel Épée. Michel Épée qui était là et puis qui a vraiment fait énormément pour cette Madame équipe. Tina Meillet également. Madame Tina Meillet. Toujours au four et au moulin, présent. Au four et au moulin. Tous ceux qui tournent autour de cette émission, autour de Canal 7, on leur dit encore merci. Et puis, le directeur général, M. Arkan Barangoy, il faut dire. Barangoy, et puis le promoteur, tout le monde et tous les sportifs qui suivent Canal 7. Et Uli, pour une petite anecdote, tu te souviens ce jour-là que tu étais plein de stress. Oui, parce que le premier numéro, tout le monde était là. Et encore que le promoteur était là, c'était le premier numéro de l'émission. Tout s'était passé sous son regard. Je me rappelle, j'avais envie de disparaître. Je me rappelle quand je suis revenu, c'est moi qui ai fait le reportage sur le marathon. Bien sûr. Je suis revenu avec les images de Pape Diouf. Je n'étais pas bien, mais le promoteur m'a dit vas-y, c'est bon, c'est bien. Quand je l'ai fait, et Willy avait une sueur froide ce jour-là. Et on lui a dit, Monsieur Épée ce jour-là disait à Willy, mais Willy, ça va. Vas-y. Il faut le faire. Et il avait une pochette et il essuyait à chaque fois son visage. La maquilleuse Magali était dépassée par Magali Miloua qui également, on salue, on remercie de nous avoir accompagnés. Et moi aussi, j'avais le stress parce que recevoir une importante personnalité comme Pape Diouf, il fallait poser des questions aguerries, des questions importantes. C'était vraiment trop beau. C'est ça le métier aussi. Et c'était sous le regard aussi du promoteur. Mais il a pu nous faire confiance et on a réalisé un très beau numéro. On aura bien sûr l'occasion de présenter à tous les téléspectateurs un best-of de 7 Sports. Ça sera certainement la semaine prochaine. Je tenais également à saluer Magali Milogo qui est restée fidèle à 7 Sports et bien sûr à toute l'équipe ou encore tout le personnel de Canal 7 et à vous aussi, téléspectateurs qui nous écrivez sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Donc on poursuit, Mamadou. Oui. On n'a pas chanté, Michel. Un petit coup. Tu peux chanter, tu peux faire. Je n'ai pas un bon timbre vocal. On va dire. Ah mais moi je ne suis pas chanteuse, mais on va essayer. On va l'essayer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, 7 Sports. Joyeux anniversaire. C'est modeste, c'est bien. En tout cas, à vous aussi, merci d'être toujours restés fidèles à l'émission 7 Sports qui va commencer d'ailleurs tout de suite avec cet élément. Une délégation d'experts de la FIFA conduite par Seydou Mombo Ndioya, chef du bureau de développement de la FIFA à Yaoundé, a été reçue en audience par le ministre des Sports du Gabon la semaine dernière à son cabinet, Michel Zuy. Dominique Wansi, responsable du développement technique au bureau de Yaoundé, Sinclair Milesi, Demirando Santos, consultant communication FIFA, Jean-Marie Hugo Cons du département développement et d'Étienne Maréchal, consultant FIFA, ont donc échangé avec le ministre Blaise Louembé. Introduit au cabinet du ministre par le secrétaire général de la FEGAFOOT, Félix Mbanzé, les consultants FIFA séjournent au Gabon depuis le 30 novembre 2015 dernier dans le cadre d'une mission officielle d'évaluation de performance de la Fédération gabonaise de football à travers le programme Performance. Nous avons rendu une visite de courtoisie au ministre des Sports dans le cadre d'une mission qui est en cours ici à Libreville à la demande de la Fédération gabonaise de football qui a sollicité la fédération de la FIFA pour la mise en place d'un programme de management qui devrait amener à améliorer, à optimiser le fonctionnement et la gestion du football à travers le pays. La délégation de la FIFA rencontrera aussi les partenaires institutionnels et commerciaux de la FEGAFOOT pour des échanges avec le personnel permanent et les membres du comité exécutif. La visite du projet Gold de Bikele figure aussi dans l'agenda avant la fin de la mission prévue le 6 décembre 2015 prochain. Michel Zueyi, le projet Gold de Bikele est en train d'aller vers sa fin, ou du moins il prend pied, il prend forme. Il prend forme et je pense qu'avec l'inspection des experts de la FIFA, les choses vont bon train parce qu'il faut quand même planter le décor et dire qu'ils sont arrivés dans le cadre d'un programme, de la présentation d'un programme de management du football ici au niveau du Gabon et c'est un programme qui est basé effectivement sur la participation des volontaires
Caire. Et ce programme-là s'est étendu du 30 au 6 décembre, voilà, et les experts sont rentrés... 30 novembre, oui, du 30 novembre au 6 décembre. Donc, il y a 2012. Eu plein de petits ateliers, il y a eu des inspections, voilà, ils ont inspecté, à la demande effectivement de la fédération, ils ont inspecté les différents départements, les bureaux, d'accord, de la FEGAFOOT. Donc, du coup, que ce soit les projets Goal, que ce soit d'autres projets qu'il y a, ils sont venus pour ça, ils ont eu un bon plan de travail en fait, ils ont abattu ce travail-là pendant plusieurs jours. Et leur visite du côté du ministre, c'était tout simplement une visite de courtoisie, une visite de prise de contact et pour présenter, d'accord, leur mission, ce qu'ils venaient faire exactement au Gabon. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et parler du National Foot qui était à sa deuxième journée. Alors après la journée inaugurale du National Foot le week-end dernier, 3 groupes se dessinent au classement général. Les 5 vainqueurs, à savoir Akanda FC, CF Mounana, AS Mangasport, la OCMS et AS Pélican, constituent le premier groupe de la première partie du tableau. Le second est constitué des 4 clubs qui se sont partagés les points. Il s'agit du FC 105 de l'USO, du Stade Migovéen et de Guénasoukou FC. Enfin, les vaincus, Missile FC, l'USB, Olympique de Mandji, l'AS Stade Mandji et Port-Gentil FC constituent le dernier. Le premier groupe jouera pour confirmer les bonnes intentions de la première levée, le second pour marquer les esprits et le dernier pour se racheter et enregistrer les premiers points de la saison. Je vais tout de suite vous donner les résultats de la deuxième journée qui s'est jouée le week-end dernier, donc les samedis 5 et dimanche 6 décembre dernier. Le football Canon 105 s'est incliné 1 but contre 2 face à Olympique Mandji. L'USB s'est défait de Mangasport 2 buts à 0. Port-Gentil FC et Pélican ont fait match nul 3 buts partout. Guénasoukou s'est incliné à domicile 2 buts contre 3 face à Missile. Le Stade Migovéen et Akanda ont fait match nul 1 but partout. Le dimanche dernier, le Stade Mandji et le CF Mounana ont fait match nul 1 but partout. La OCMS et l'USO ont fait match nul 1 but partout. Au classement général, au sortir de cette deuxième journée, en tête, on retrouve Akanda 4 points. Deuxième, le CF Mounana 4 points. Troisième, la Pélican 4 points. Quatrième, la OCMS 4 points. Cinquième, USB 3 points. Sixième, Missile 3 points. Septième, Mangasport 3 points. Huitième, Olympique Mandji 3 points. Neuvième, USO 2 points. Le Stade Mandji est 10e avec 2 points. 11e, le football Canon 105 1 point. Guénasoukou et le Stade Mandji sont donc les lanternes rouges de ce championnat qui est à sa deuxième journée. Le programme de la troisième journée tout de suite, eh bien mardi, les rencontres se joueront mardi et mercredi prochain, donc demain et après-demain. L'AS Pélican, le Stade Migovéen de Missile sera donc aux prises à Kanda. Le football Canon 105 lui sera aux prises avec Port-Gentil FC. Et mercredi 9, Mangasport va donc en découdre avec le Stade Mandji. USO sera aux prises avec Olympique Mandji. Là où ce Metz va donc défier l'USB. Et le CF Mounana sera aux prises avec Guénasoukou. Voilà, donc ce sont des résultats qu'on vous donne comme ça de manière illico presto, d'autant plus que l'émission consacrée au National Foot, donc Gabon National Foot sur Canal 7 va reprendre bientôt et vous aurez bien évidemment tous les résultats et également les images, les ITV. Ce sera bien sûr la semaine prochaine dans le cadre de l'émission Gabon National Foot. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci, bien sûr, après une semaine de revue organisationnelle durant laquelle les séances de travail se sont tenues avec les différents services de la FEGAFOOT et les partenaires extérieurs de cette dernière. Les experts mandatés par la FIFA ont marqué la fin de leur mission au Gabon hier dimanche lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans un hôtel de la place. On retrouve une nouvelle fois Michel Zioui et on se retrouve pour en parler. Initiée le 30 novembre 2015 dernier, la mission d'évaluation de la FIFA dans le cadre du programme Performance a pris fin le samedi 5 décembre à Libreville. La conférence de presse sanctionnant les travaux a été l'occasion pour la FEGAFOOT et la FIFA d'affirmer leur plein engagement à mener à bien le processus de professionnalisation de la gestion de la fédération. Un dossier a été présenté au comité de développement de la FIFA qui l'étudie. Évidemment, on voit si l'association est en conformité avec la réglementation en vigueur au niveau finances et dans tous les autres domaines. C'est une volonté de la Fédération gabonaise de football de faire partie, n'est-ce pas, de ce programme qui vise
à renforcer les capacités de gestion de la Fédération de football. Il y a 2 ans, pratiquement, qu'il y a cette stabilité au sein de la Fédération. Donc voilà ce qui a facilité, n'est-ce pas, l'approbation du comité de développement de la FIFA pour que ce programme soit mis en place au Gabon. Performance de la FIFA, des orientations stratégiques de la FEGAFOOT et la mise en œuvre de l'accompagnement de la FIFA en fonction des axes qui auront été définis durant cette mission. La FIFA s'engage à offrir son soutien pendant 2 à 4 ans pour le programme qui doit commencer dans 1 an après sélection de l'association membre. Oui, Michel, fin de cette mission. Nous sommes revenus après avoir greffé dans nos informations sportives les résultats du championnat national. Oui. Et donc, nous sommes revenus sur la fin de cette mission des experts de la FIFA. Bien sûr, cette mission qui a permis, n'est-ce pas, aux associations membres à renforcer le développement du football dans leur pays, effectivement en renforçant leurs capacités, les structures et activités dans les domaines de la gouvernance, de la gestion et du football à travers la mise en œuvre d'une stratégie unique. Donc, dans ce contexte, la FEGAFOOT, effectivement, c'est la FEGAFOOT qui a adressé une demande afin qu'il y ait justement cette visite d'inspection. Et donc, hormis le fait qu'ils ont visité les locaux de la FEGAFOOT, ils ont également visité d'autres, ils ont rencontré les partenaires institutionnels et commerciaux, effectivement, de la FEGAFOOT, et tout cela pour échanger, n'est-ce pas, avec le personnel permanent et les membres du comité exécutif de la FEGAFOOT. Ce qui est bien, c'est que la FEGAFOOT répond aux normes à cause de la stabilité, d'accord? Donc, d'où l'importance capitale pour la FIFA de pouvoir les aider, de pouvoir apporter son aide, de pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Et là, ils seront suivis pendant 2 ans. En fait, ça s'étend de 2 à 4 ans, ce qui est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle pour le Gabon et surtout pour la Fédération gabonaise de football. Mamadou, un mot sur cette mission des experts? Non, je pense que c'est une très bonne chose. Ça entre juste dans le cadre des prérogatives de la FIFA. Ensuite, des missions de ce genre pour renforcer un peu la capacité de gestion des fédérations. Bon, je pense qu'ils ont tenu également compte de la stabilité, comme elle a dit, au niveau de la Fédération gabonaise de football pour mener cette mission. Et je pense qu'ils ont rencontré toutes les structures qui tournent autour du foot et ils ont été satisfaits, comme il a dit. Donc, ça va continuer sur 2 ans et puis on va voir ce que ça va donner après. Mais c'est une très bonne chose. Très, très bonne chose. Nous allons poursuivre et parler de la CAN des moins de 23 ans. Le Sénégal, le Nigeria et l'Algérie, l'Afrique du Sud sont en demi-finale. Donc, au coup d'envoi de ces matchs de la 3e journée de la CAN de moins de 23 ans dans le groupe B. Mais au finish, c'est le Nigeria et l'Algérie qui se qualifient en demi-finale de la compétition. Avec le verdict dans le groupe B, on connaît désormais les demi-finalistes de la CAN des moins de 23 ans. Pour le billet, pour la finale, les Lions du Sénégal, leader de la poule A et de cette CAN de moins de 23 ans, héritent du Nigeria en demi-finale. Le Nigeria termine 2e de la poule B avec 5 points après son nul 0 but partout contre l'Algérie samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Un match comptant pour la 3e et dernière journée du premier tour de la CAN des U23. L'Algérie va pour sa part en découdre avec l'Afrique du Sud en demi-finale. Les 2 demi-finales de la CAN des moins de 23 ans sont programmées mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. On regarde ce reportage de Michel Zéhui et on se retrouve pour en parler. Après les 2 équipes du groupe A, notamment le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui ont validé leur ticket pour les demi-finales vendredi, l'Algérie et le Nigeria se sont qualifiés à leur tour pour les demi-finales de la compétition qualificative pour les Jeux Olympiques 2016 en faisant match nul samedi de 0 but partout. Les 2 équipes terminent donc à égalité de points dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. L'Algérie occupe la première place à la différence de but, tandis que le Mali, bien qu'éliminé tout comme l'Égypte, a tout de même sauvé l'honneur dans l'autre match en battant son adversaire d'un score sans appel d'1 but à 0 et en arrachant la 3e place du podium en pochant les 3 points. Buteur contre son propre camp, l'Égyptien Ragab Abdelnabib a inscrit le seul but de la partie à la 18e minute de jeu. Alors qu'ils auraient pu rêver d'une qualification en cas de victoire, les Pharaons olympiques ont cédé face à la pression, loupant plusieurs occasions de but. Suite à ce résultat, l'Algérie et le Nigeria peuvent donc remercier le Mali qui sort avec les honneurs et qui leur a facilité la tâche en écartant l'Égypte. Au sortir de cette qualification, le sélectionneur nigérien Samson Siasia a félicité son équipe car l'objectif a été atteint.
À noter que les demi-finales prévues mercredi opposeront donc le Sénégal au Nigeria et l'Algérie à l'Afrique du Sud. Les 2 finalistes et le 3e de la CAN seront donc qualifiés pour le Brésil. Parlons toujours de cette CAN des moins de 23 ans. Le Sénégal lui est passé, mais la Zambie est éliminée. Organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales en battant au stade Léopold Sédar Senghor la Tunisie sur le score de 2-0. La Zambie, qui a enregistré sa 2e défaite du tournoi, est éliminée. Mamadou Niang. Vainqueur de la Tunisie sur la marque du 2-0 en match du groupe A, comptant pour la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans, le Sénégal a réalisé son double objectif, à savoir se qualifier en demi-finale et terminer à la tête du groupe A après sa première victoire 3-1 face à l'Afrique du Sud. C'est d'abord le défenseur central Ibrahima Diédhiou qui ouvre le score à la 8e minute d'une frappe lointaine qui lobe le gardien de but tunisien sorti loin de ses bases. Il sera imité par Mamadou Diallo qui inscrit le but de la victoire et de la qualification pour les Lionceaux qui s'offre la première place du groupe et le droit de disputer le demi-finale au stade Léopold Sédar Senghor face à la 2e équipe du groupe B. En première heure, l'Afrique du Sud a signé la défaite et l'élimination de la Zambie, battue sur la marque de 3-2 après avoir mené au score 1-0 à la mi-temps. L'Afrique du Sud et la Tunisie, qui s'affrontent lors de la 3e et dernière journée du groupe A, se disputeront la 2e place qualificative en demi-finale. Voyons aussi comment l'Afrique du Sud est qualifiée pour les demi-finales. Donc les Bafana ont obtenu leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la petite équipe des moins de 23 ans en battant la Tunisie sur la marque de 1-0, un match joué bien sûr au stade Caroline Faye de Mbour. On regarde ce reportage de Mamadou Niang. Vainqueur de la Tunisie sur la marque étriquée de 1-0, un match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de football U23, disputée hier vendredi au stade de Caroline Faye de Mbour, l'Afrique du Sud termine 2e et accompagne le Sénégal en demi-finale. Obligé de gagner pour se qualifier, l'Afrique du Sud a fini par inscrire le but de la victoire et de la qualification suite à un centre de la droite vers la gauche, repris du plat du pied par le numéro 10 et meneur de jeu. Score final, Afrique du Sud 1, Tunisie 0. Les Aiglons de Carthage, qui cherchaient le point du match nul pour faire partie du Caïdas, sortent ainsi de la compétition avec un bilan négatif de 2 défaites, 1 victoire. Les Sud-Africains affronteront le 2e du groupe B. Les 3 équipes qui monteront sur le podium représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques Rio 2016. Voilà, Mamadou Niang, Michel Zueyi, on parle de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans qui se joue actuellement au Sénégal. On est au stade des demi-finales. Le Sénégal, pays organisateur, a atteint le dernier carré. C'est une très bonne chose parce qu'on sait que souvent le Sénégal a du mal à atteindre le dernier carré des compétitions africaines ces dernières années. Bon, ce n'est pas le cas des petites catégories. On se rappelle que les petites catégories ils ont été déjà finalistes de la CAN U20, ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc, c'est peut-être que ces temps-ci, les petites catégories commencent vraiment à montrer le bout du nez. Et la performance, c'est que c'est la première fois que le Sénégal fait le plein dans un match, dans un tournoi, réussit 3 matchs, 3 victoires. Ils l'ont fait, donc ils sont qualifiés en demi-finale. Ensuite, maintenant, il y a la demi-finale qui va opposer le Sénégal au Nigeria. C'est une très grande demi-finale. C'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches. 2 gros calibres du football africain. Absolument, 2 gros calibres du football africain qui vont devoir se batailler ferme pour avoir la place en finale. Je pense qu'on va assister à un match très disputé, à un suspense, parce que le Nigeria n'est pas voulu pour se faire battre facilement. On l'a vu en match de... Même si le Sénégal joue à domicile. Même si le Sénégal joue à domicile. Le Nigeria est habitué à ce genre de compétition. Je crois qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc, ils vont défendre grandement leur chance pour essayer de battre le Sénégal. Le Sénégal également va essayer de battre le Nigeria pour se qualifier en finale. Michel, bon, je pense tout de suite au Gabon parce qu'on sait un tout petit peu la motivation de Michel par rapport à l'équipe gabonaise. Elle n'est pas qualifiée pour cette Coupe d'Afrique de moins de 23 ans. Est-ce que, Michel, on peut penser que si le Gabon faisait partie de cette compétition ou s'était qualifié pour cette phase finale, le Gabon aurait atteint le dernier carré?
Mais bien sûr, Willy, toujours optimiste. Le ballon est rond pour tout le monde. Ouais. Et il y a toujours des surprises qui se créent à la dernière minute ou dans le cadre d'une compétition. Donc, normalement, pour ne pas dire tous les coups sont permis dans une compétition, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que vous avez par exemple le Mali, Oui. qui en dépit de tout a quand même procédé à une belle sortie, une sortie honorable, tout simplement parce que le Mali a pu quand même s'imposer. Oui. Qui pouvait voir le Mali? Mais le Mali a fait une très belle Coupe du Monde. Oui, le Mali a fait une belle... Le Mali a fait une belle Coupe du Monde, mais le Mali sort troisième. Le Mali sort troisième là, de cette CAN des U23. D'accord? Et le Nigeria, moi je voudrais revenir sur le Nigeria et l'Algérie, qui sont à égalité de points, hormis le goal average, parce que l'Algérie a 5 points plus 2 au goal average, tandis que le Nigeria a 5 points plus 1 au goal average. Donc il faut faire extrêmement attention parce que ça va être des matchs très 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 serrés. Donc pour revenir à votre question, oui, le Gabon pouvait faire quelque chose. Mais bien sûr, on pense. Michel, toujours optimiste. Je crois que la grosse déception de ce tournoi, c'est d'abord le Mali. Ouais. Oui. Parce que le Mali nous a habitués à être en petite catégorie, à arriver tout le temps en demi-finale ou bien en finale. La dernière Coupe du Monde dont vous parlez, ils ont été jusqu'en demi-finale. Ils ont été jusqu'en demi-finale et ont terminé troisième de la dernière Coupe du Monde des U17 contre, en fait, des U20. En U17, ils sont régulièrement qualifiés aussi, mais c'est la première fois depuis quelques années, quand même, depuis plus de 10 ans, que le Mali s'arrête en phase de poule. Donc, ils ne sont même pas arrivés en demi-finale, donc c'est une grosse déception de la part, en fait, du côté malien, qui espérait quand même faire partie du dernier carré d'as. Et on se rappelle également que c'est ce Mali-là qui avait éliminé le Gabon. Bien sûr. Le Gabon qui est détenteur de ce trophée, de cette coupe depuis 2011, qui a été éliminé par le Mali en match aller-retour. Ici à Libreville. Voilà, en match aller-retour. Donc, je crois que c'est une déception que le Mali n'aille pas jusqu'en demi-finale. Et le Mali a très mal débuté cette compétition parce qu'ils ont été battus lors des 2 premières journées. Voilà. Donc, du coup, les carottes étaient cuites déjà bien avant. Mauvais départ. Mauvais départ. Ouais. En se hissant le 5 décembre 2015 dans le dernier carré de la CAN des U23, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria sont à une marche des Jeux Olympiques de 2016. Les 3 équipes sur le podium seront directement qualifiées et représenteront l'Afrique. En 2012, pour les JO de Londres, l'Afrique était représentée par le Sénégal. Il y avait également le Gabon, le Maroc et l'Égypte, Mamadou Niang, et rappelez également le programme des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Donc mercredi 9 décembre 2015, à 15 h, le Sénégal sera aux prises au Nigeria. À 18 h, l'Algérie sera aux prises avec l'Afrique du Sud. Et que, bien sûr, on aura ces 2 matchs au même moment pour qu'on ait une finale de très haute facture, Mamadou Niang. On espère bien. Très belle finale. Oui, très belle finale. Parce que les 4 équipes qui sont en demi-finale sont... Les 4 équipes sont en demi-finale, elles ont jusque-là convaincu tout le monde. Je crois qu'à partir du moment où on arrive en demi-finale, c'est qu'on a la possibilité de jouer une finale. Et quand on joue une finale, c'est pour la gagner. Donc, ensuite, l'autre enjeu, c'est sur le podium. Même si on perd en demi-finale, on a encore une deuxième finale à jouer parce que le match de classement offre la possibilité à l'équipe qui gagne, qui remporte la 3e place, et d'aller aux Jeux Olympiques. Rio 2016. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci. On revient sur la FIFA, toujours et encore. Et là, c'est Issa Hayatou qui dit « Je n'ai jamais été corrompu », a-t-il déclaré. « Je n'ai jamais été impliqué dans aucun scandale de corruption », a encore affirmé en conférence de presse au siège de la Fédération internationale de football, association à Zurich. Issa Hayatou, le président intérimaire de la FIFA, confirme aussi la nécessité d'introduire des réformes pour une gestion plus transparente de l'instance du football mondial. Mamadou Niang. Président intérimaire de la Fédération internationale de football, la FIFA, Issa Hayatou a encore une fois réaffirmé n'avoir jamais été corrompu dans le choix de l'organisation d'une Coupe du Monde. Je n'aurais pas été ici si j'étais corrompu, mon cher ami. Que ce Parlement-là prouve que j'ai eu 1,5 million. Je n'ai jamais reçu 1 franc, 1 dollar, 1 euro de qui que ce soit pour pouvoir voter un pays pour l'organisation de la Coupe du Monde. Le président de la Confédération africaine de football
confirme n'avoir jamais été impliqué dans une histoire de corruption. Je n'ai pas été impliqué dans aucun scandale, à ce que je sache. Et si vous avez des preuves que j'ai été impliqué quelque part, dites-le moi, je suis prêt à recevoir et éventuellement même à corriger mon comportement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la FIFA n'est pas corrompue. Il y a eu des individus au sein de la FIFA qui ont eu un comportement négatif. Donc il ne faut pas généraliser la situation. Les arrestations de 2 des vice-présidents de la FIFA à Zurich montrent la nécessité des réformes à appliquer au sein de l'instance suprême du football mondial, a toutefois reconnu son président Issa Hayatou devant la presse. L'instance du football mondial, la FIFA, qui organisera son congrès le 26 février prochain, procédera à de profondes réformes selon son président intérimaire Issa Hayatou. Les arrestations des dirigeants de la FIFA impliqués dans les histoires de corruption montrent la nécessité des réformes à appliquer au sein de l'instance suprême du football. On retrouve une nouvelle fois Mamadou Niang. Les arrestations de 2 des vice-présidents de la FIFA à Zurich montrent la nécessité des réformes à appliquer au sein de l'instance suprême du football mondial, a indiqué son président intérimaire Issa Hayatou. En vertu de l'engagement de la FIFA pour la défense des droits de l'homme, le comité exécutif a recommandé que le Congrès approuve la mise en œuvre d'un nouvel article au statut de la FIFA qui engage l'instance dirigeante du football mondial à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et à s'efforcer de promouvoir la protection de ces droits. L'augmentation du nombre d'équipes participant au Mondial 2026 ainsi que d'autres réformes seront abordées au Congrès du 26 février. Le comité exécutif a également discuté de la proposition de la commission de réforme d'augmenter le nombre d'équipes participantes à la Coupe du monde de la FIFA de 32 à 42 à partir de 2026. Nous n'avons pas pris de décision concernant cette proposition, mais les discussions vont continuer. Le comité exécutif de la FIFA, soit le gouvernement du football mondial, a ainsi approuvé jeudi à l'unanimité un programme de réforme qui prévoit notamment une limitation à 12 des mandats cumulés du président et des membres du comité exécutif. On passe à la deuxième partie de l'émission et là nous allons parler de dopage dans le cadre de l'athlétisme. Les enquêteurs en chef sur le dopage au Kenya, Sharad Rao, est dans les starting blocks pour recueillir des témoignages ayant trait à la pratique de dopage dont sont accusés certains athlètes kenyans. Il salue l'élan de bonne volonté venant de personnes disposées à livrer les informations dont elles disposent pour aider à faire la lumière sur ces soupçons de dopage des athlètes kenyans. Mamadou Niang. L'enquêteur en chef sur le dopage au Kenya, Sharad Rao, est dans les starting blocks pour recueillir des témoignages ayant trait à la pratique du dopage dont sont accusés certains athlètes kenyans. Il dit regretter ces histoires de dopage qui entachent l'image de l'athlétisme kenyan. Le Kenya est en première ligne de l'athlétisme. Notre réputation en tant que pays et celle de nos athlètes a toujours été bonne jusqu'à récemment, avec les reproches selon lesquels nos athlètes sont impliqués dans le dopage. Nous avons toujours pensé que nos athlètes étaient les plus propres du monde. Et ça m'a surpris quand j'ai appris qu'on avait des cas au Kenya et même des cas récurrents de dopage. Et cela est très triste. Il y a un énorme élan de bonne volonté venant de la part des personnes qui se réjouissent de la création de cette enquête et qui se disent prêtes à venir avec des informations, a affirmé mercredi Sharad Rao, sollicité par la commission d'éthique de la Fédération internationale de l'athlétisme pour prendre en charge le dossier. Ancien procureur adjoint du pays, Rao souligne avoir le soutien de la police et de la justice kenyane qui mène en parallèle une enquête criminelle pour des malversations. Parlons de taekwondo dans cette émission et malgré sa défaite ce dimanche au World Grand Prix de taekwondo au Mexique, face au Français Mbar Diaye, Anthony Obam a arraché son ticket
pour les Jeux Olympiques de Rio au Brésil, donc qui vont donc avoir lieu en août 2016. Le champion gabonais, malgré quelques blessures, a obtenu au point, donc au classement, son ticket pour la compétition prisée qu'il avait sacré vice-champion olympique dans la catégorie des plus de 80 kg à Londres. Mamadou Niang, on constate et on l'a vu, la défaite de Anthony Obam, mais cette défaite ne l'empêche pas de participer aux Jeux Olympiques. Et on rappelle également que l'athlète gabonais était accompagné par le ministre des Sports du Gabon, M. Blaise Doumbé, qui a tenu à suivre ce garçon qui s'est quand même hissé jusqu'au stade des demi-finales, mais qui a perdu face à un redoutable adversaire. Bon, je crois que c'est encourageant d'abord, parce qu'il revient de blessure depuis quelques temps. Ensuite, son objectif au sortir des Jeux Olympiques de 2012, on se rappelle, il disait que son objectif c'était de se qualifier pour les Jeux de 2016. Je crois qu'après, au sortir de ce combat, c'est déjà fait. Maintenant, au sortir des blessures, avec toutes ces blessures qu'il a eues, ce n'est pas facile pour un athlète de haut niveau, de très haut niveau, de revenir tout de suite en forme. Il a le temps, donc il faut se préparer. Je pense qu'avec le ministère des Sports du Gabon qui l'accompagne, avec également les sponsors ou puis d'autres partenaires, il va pouvoir mieux se préparer en direction de ces Jeux qui seront encore de niveau très élevé et qui représentent un peu ces objectifs. Oui. L'objectif est de monter ensuite aux Jeux de 2016 sur la plus haute marche du podium. Donc une finale déjà c'est une très bonne chose. Donc continuer à travailler, être conscient et puis avoir confiance en lui-même et puis être soutenu. Je pense qu'avec ça, il pourra le revenir avec une médaille aux Jeux Olympiques 2016. Et bravo et puis courage ensuite pour l'avenir. Anthony Obam, le Gabonais, Michel Zuy, peut-être un mot sur cette athlète que vous connaissez bien. Oui, vous savez qu'il est récent médaillé de bronze, effectivement, au championnat du monde qui a eu lieu en Russie. Et du coup, aujourd'hui, Anthony Obam revient ainsi progressivement au devant de la scène, n'est-ce pas, après avoir perdu son titre de champion du monde en 2014. Donc, et ce titre, il avait déjà obtenu une année auparavant. Donc, il faut dire quand même que c'est un coup de maître, félicitations quand même à ce dernier. Ouais, hein, comme disait Mamadou Niang, malgré des blessures. Malgré les blessures, mais c'était pas facile. Il a quand même pu donner le meilleur de lui. Il avait quand même en face de lui de redoutable. Redoutable. Et il compte parmi les 7 athlètes, parce qu'il y a 7 athlètes qui ont été retenus, qui se sont qualifiés. Et il est le 5e athlète à s'être qualifié effectivement pour ces Jeux Olympiques. Donc, c'est pas de moindre. Et vraiment, chapeau à ce dernier. Il est très, parce que vous savez, quand quelqu'un est blessé, que ce soit dans le cadre du football, hein, quelle que soit la discipline sportive, on est quand même diminué. Ouais, donc, du coup, il faut s'y remettre, il faut recommencer à travailler dur et fort pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce n'est pas perdu, l'essentiel est fait. Il est qualifié pour les JO et je pense que le meilleur est à venir. Le temps là va permettre à Anthony Obam de travailler, et vraiment de se soigner, de se requinquer pour attaquer les JO. C'était un garçon très décisif qui a passé beaucoup de temps à travailler dans sa vie. Il en a fait une passion. C'est sa carrière. Donc, il sait ce qu'il fait. À quelque chose, malheur est bon, qui va lentement, va sûrement. Il vaudrait mieux reculer pour mieux sauter. Il est blessé. Il a fait ce qu'il fallait. Le Gabon, le drapeau gabonais a été hissé plus haut quand même hier. Sortir 5e, c'est pas de moindre. Ou alors se faire représenter au JO. Ou se qualifier surtout. Ou se qualifier. C'était le plus important, c'est qui s'est qualifié et on en est là. Michel est poète de temps en temps. Non, c'est oui, parce que là, les tournures, les formules. Ben voilà. Nous allons poursuivre et dire que l'ancien champion du monde de taekwondo, on le sait, malgré sa victoire inaugurale face au Sud-Coréen Dong Min Chang de 3 AGP, a été freiné en demi-finale par le Français Bar Nour, qui a fini second du tournoi derrière Saj Mardani, récent médaillé de bronze au championnat du monde 2015 de la discipline à Chelyabinsk en Russie. Anthony Obam revient ainsi progressivement au devant de la scène après avoir perdu son titre, comme disait Michel, le champion du monde en 2014, obtenu une année auparavant. Au terme de ce tournoi, ce sont, comme le disait Michel tout à l'heure, 7 athlètes dans la catégorie des plus de 80 kilos qui sont ainsi qualifiés, dont Anthony Obam est le 5e. Hein, Michel? Bien sûr. Et voilà, on a fait que reprendre, bien sûr, textuellement ce qu'a dit Michel Zuy. Et qui sont donc qualifiés? On a Dimitri Chokin de
l'Ouzbékistan, Radik Isaev de l'Azerbaïdjan, Saïd Mardani de l'Iran, Mbar Ndiaye de la France et Dong Mingcha de la Corée du Sud. Alors, on va dire ramener lui aussi son coach Juan Antonio Ramos qui est toujours derrière lui. Qui est honoré, qui est toujours derrière lui et qui a été quand même honoré aussi, parce que c'est quand même une compétition de haut niveau. Ce sont où ça passe, où ça casse. Oui, mais Anthony, c'est un athlète de haut niveau. Voilà. Voilà. Donc, il avait affaire à lui, il avait devant lui des garçons aussi expérimentés que lui. Et à cause de la blessure, de ces blessures, Anthony n'a pas pu atteindre. On ne va pas dire qu'on jette des fleurs. Anthony, il va falloir travailler pour, bien sûr, représenter valablement le Gabon aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Michel, n'est-ce pas? Bien sûr, Willy. Alors, nous allons tout de suite parler du thème de la semaine. Et c'est bien sûr, on va parler du mercato. Van Gaal et Manchester United prêts à faire des folies pour Aubameyang. Auteur de 17 buts en 14 matchs de Bundesliga pour le compte du Borussia Dortmund. Cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang impressionne et attise les convoitises selon la presse britannique. Manchester United et Luis Van Gaal auraient ciblé l'attaquant gabonais. Un départ dès cet hiver est même évoqué. Il y a des performances à côté desquelles il est impossible de passer. Celle de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur actuel de Bundesliga, avec 17 réalisations en 14 rencontres, mais aussi fait partie l'un des joueurs les plus importants parmi les 5 grands championnats européens actuellement. Lui et l'attaquant du Borussia Dortmund attire de ce fait naturellement les regards, notamment du côté de l'Angleterre, où Luis Van Gaal en aurait fait sa priorité, selon le Daily Mirror. Le journal rapporte que le Néerlandais aurait fait observer le Gabonais à plusieurs reprises ces dernières semaines dans le but de le recruter, si possible, dès le mois de janvier prochain. Une somme avoisinant les 60 millions d'euros, soit 40 millions de livres, est évoquée. Il faut dire que le manager batave est longuement revenu début novembre après la victoire face à West Brom 2-0 sur le besoin d'ajouter de la vitesse dans le jeu de son équipe. Néanmoins, les Red Devils ne seraient pas les seuls à penser au bien de l'ancien Stéphanois. Barcelone, Chelsea ou Arsenal auraient également un œil sur lui. On a tout dit sur Pierre-Emerick Aubameyang, 17 buts en 14 rencontres de Bundesliga, c'est le feu follet, il marque quasiment tous les matchs, il y a encore la moyenne des buts, peut-être de 1,9. Oui, donc normalement s'il faut réactualiser le nombre de buts de Pierre-Emerick, nous en sommes à 29. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue, à raison d'un but, au moins 1,9 buts par match. Ouais. Donc, 1 but par match, voilà. Et c'est vrai qu'il n'a pas marqué ce week-end, mais bon, qu'à cela ne tienne, comme tu le disais tantôt, il reste toujours meilleur buteur. Et je pense que celui qui le dépasse de 5 unités, c'est Robert Lewandowski. Voilà. Lewandowski. Du Bayern de Munich. Voilà, du Bayern de Munich. Mais attention, Willy, il y a quelque chose, il y a un jeu qui se joue parce que, ne nous leurrons pas, Dortmund ne veut pas vendre son joueur. C'est pourquoi ils augmentent les enchères pour essayer de voir si les clubs ne vont pas se décourager. Il faut aussi beaucoup d'argent pour l'acheter. Oui, il faut beaucoup d'argent. Et normalement, cette proposition de 60 millions de livres vaut quand même le coup, parce que Pierre-Emerick est très en forme actuellement. Mais en même temps, c'est une démarche pour le dit club de pouvoir décourager d'autres clubs qui aspirent à vouloir avoir Pierre-Emerick dans leur... Et d'ailleurs même, Mais il y a des clubs qui ont des sous, Michel, parce que si le Real de Madrid veut prendre Pierre-Emerick Aubameyang, ce serait fait rapidement, Mamadou Niang. Par rapport à la prestation de Pierre-Emerick aujourd'hui, tous les clubs sont derrière lui. Oui, et le directeur, il est devenu un joueur quand même de très haute facture maintenant, et très important. Oui, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que finalement, le directeur de Dortmund a fini par avouer qu'ils ne veulent pas vendre Pierre-Emerick, en dépit de tout. On le saura plus tard. Mamadou, donc Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd'hui sur les tablettes des grands clubs européens. De toutes les façons, il est à l'image de tous les grands joueurs qui sont au top niveau. On parle de Pierre-Emerick et puis on parle également à Manchester, on parle également de d'autres joueurs. Quand on est à ce niveau, en fait, forcément, on a des sollicitations. Maintenant, reste à savoir par rapport aux objectifs du joueur, à son manager et à son entourage. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre veut aller à Manchester? Est-ce qu'il veut changer de club?
De toute la façon, il n'a jamais caché son désir d'aller au Real Madrid, son club de cœur. Donc le Real n'a pas encore fait signe. Mais même s'ils élèvent les enchères aussi, même si le coût de transfert est à 80 millions ou bien à 200 millions, ça n'empêchera pas un club qui en veut de débourser cette somme pour le faire partir. Maintenant, il appartient à Pierre de faire un bon choix. Est-ce que Manchester, c'est son club? Est-ce qu'il lui faut rester à Dortmund pour s'affirmer davantage, ensuite davantage monter les enchères, attendre la Coupe d'Afrique de 2017 pour ensuite avoir aussi un palmarès sur le plan international, sur le plan africain, pour ensuite pouvoir aborder d'autres clubs? Donc, il appartient aux joueurs maintenant de se déterminer, de voir un peu en fait, si... Ouais. Mais la question est simple, Mamadou. La question du jeu, Aubameyang partira-t-il de Dortmund? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait partir du Borussia? Tout est possible. Tout est possible. Je pense que dans les objectifs d'Aubameyang, ce n'est pas de rester à Dortmund. Quand il était à Saint-Etienne, tout le monde pensait qu'il n'allait pas quitter Saint-Etienne. Il avait déclaré son amour à Saint-Etienne. Il est à Dortmund. Effectivement, Dortmund, c'est un grand club. Mais il y a encore plus grand que ça. Quand il est contacté par le Real Madrid ou bien Barcelone, forcément, il va partir. Donc, ne nous posons pas de questions à ce niveau. Je pense que s'il y a les conditions qui... Oui, mais en tant qu'expert, Mamadou, on sait que vous avez été un coach émérite. Le style de jeu de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il convenir avec celui d'Arsenal, par exemple? Est-ce que l'Angleterre, aujourd'hui, sera le pays le mieux indiqué pour... que le talent de Pierre-Emerick Aubameyang puisse surtout. On sait quand même que Arsenal a eu des joueurs du même registre que Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Nelka, il y a Thierry Henry qui sont des joueurs de couloir, qui aiment demander le ballon dans la profondeur. Il y a également, on sait, Chelsea qui fait des beaux yeux à Pierre. Est-ce que entre l'Espagne et l'Angleterre, Pierre pourrait peut-être être mieux Moi, je le conseillerais d'aller en Espagne, simplement parce que en Angleterre, c'est vrai que l'Angleterre commence à modifier un peu son jeu, à devenir beaucoup plus technique, mais encore c'est encore beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur, c'est 90 minutes tambour battant. Il y a de la technique dedans, mais pour qu'il s'épanouisse davantage, je le vois en Espagne. En Espagne, c'est pratiquement la technique d'abord, et ensuite le jeu. Tout est offensif. Je pense qu'un bon club espagnol, c'est le Real ou bien le Barça, ferait l'affaire de Pierre-Emerick. Chelsea, je ne le conseille pas d'aller à Chelsea avec Mourinho, avec ce système défensif. On a vu que tous les joueurs qui sont très offensifs, qui sont arrivés à Chelsea, se sont cassés les dents. Donc je ne le conseille pas d'aller à Chelsea. Sinon, s'il ne trouve pas ce club-là, il n'a qu'à continuer à Dortmund pour 1 an, en attendant la Coupe d'Afrique. Après la Coupe d'Afrique maintenant, faire son choix parce qu'il aura beaucoup mûri avant. Il aura beaucoup mûri, ensuite il aura ensuite d'autres sollicitations. Et peut-être que son club de cœur, le Real, finira par lui faire un clin d'œil. Mais Michel, penses-tu réellement que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait partir de Dortmund lors du mercato? Vous savez, Uli, lors de son passage ici au Gabon, lors de son tout dernier match, là... ah oui, la qualification, le penalty, le pied droit. Je l'avais personnellement un peu titillé sur la question. Il m'a dit, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. J'ai encore un contrat moins de 2 ans avec eux et je continue de jouer. Mais bon, au moment opportun, on verra. Ça veut dire que pour le moment, il est sous réserve, mais j'estime quand même que c'est un joueur qui est libre de faire ses choix comme il veut. En tout cas, il doit jouer là où il se sent à l'aise. Et pour le moment, il n'a aucun problème avec Dortmund. Et surtout, les propos du directeur m'ont emmené également à réfléchir parce que je cite rapidement, le directeur a déclaré dans un journal que nous comptons beaucoup sur Aubameyang. J'ai entendu parler d'un intérêt d'Arsenal, mais je vais le dire clairement, il ne bougera pas. Il n'est tout simplement pas à vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dortmund, pour le moment, toute la confiance, l'espoir de Dortmund repose sur Pierre. Sur le plan offensif. Ah ben bien sûr. Et donc, en amont, Pierre aussi, de son côté, ne voulant pas, d'accord, décevoir qui que ce soit, je pense qu'il va choisir la meilleure et bonne formule pour pouvoir partir, attendre la fin de son contrat pour pouvoir se séparer calmement, sans problème de ce club. Mais pour le moment, ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur la question. Mais voilà. Alors, c'était le thème de la semaine. Il nous reste approximativement quelques minutes avant la fin de l'émission. On nous fait signe depuis la régie qu'il nous reste
120 secondes. On peut encore dire quelque chose, Mamadou. Si ce n'est à remercier, commencer à dire merci à nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, Bangui, en Centrafrique, mais aussi à Nairobi, au Kenya et bien sûr dans tous les pays africains qui captent Canal 7. Et rappeler également et présenter à nos excuses à tous ceux-là qui savent et qui ont regardé que souvent il y a des spots concernant la Ligue des Champions et la Ligue Europa et qu'au finish, nous n'avons pas de match, mais c'est dû tout simplement au fait que Canal 7 n'est pas la seule chaîne concernée par ce problème. Il y a un problème au niveau du satellite sur lequel nous prenons les images et 40 autres chaînes de télévision à travers l'Afrique sont dans la même situation et je pense que d'ici là, tout va rentrer dans l'ordre et que vous aurez désormais vos rencontres en direct de les matchs de Ligue des Champions et de l'Europa League. D'ailleurs, prévu pour ce mardi, Bayern Leverkusen FC Barcelone et Europa League, le FC Sion sera bien sûr aux prises à l'équipe de Liverpool. C'était à titre de rappel. Alors, si toutes les conditions en ce qui concerne le satellite sont rentrées dans l'ordre, vous aurez ces matchs. Canal 7 est disposé à le faire. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il nous reste 60 secondes à parler. Mamadou Niang, peut-être un dernier mot sur Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que lui peut être désigné le meilleur joueur africain? Mais je l'ai dit dans les émissions passées, je le répète aussi encore, maintenant il appartient aux décideurs, c'est les entraîneurs, c'est les capitaines d'équipe, mais au vu de ses performances cette année, je pense qu'il peut bel et bien être ballon d'or, même si à côté il y a Yaya Touré et André Ayew aussi, mais je pense que Pierre mérite franchement le ballon d'or de cette année. Ouais. Très, très, très bon joueur. Michel, dernier mot. Oui, Willy, Pierre-Emerick est un joueur aguerri aujourd'hui. C'est un joueur qui a du potentiel, qui est très, très en forme et qui a fait ses preuves et qui continue de faire parler du Gabon à l'étranger. Donc, du coup, il a pris de la maturité et plus il avance, plus, il progresse, plus il n'arrête pas de surprendre le peuple gabonais et l'international. On attend la Coupe d'Afrique. Donc, de toutes les façons, ce qui est très sûr, Willy, ce qui est très sûr, c'est que ce ballon d'or pourra revenir à Pierre-Emerick. Il peut sortir meilleur buteur, contre toute attente. Et offrir la Coupe d'Afrique au Gabon, Michel, en 2017. Bien sûr. Ah oui, on attend tout ça. Ah ben oui. Ah oui, parce que tout le public gabonais est là derrière cette CAN de 2017. On espère bien que Pierre-Emerick Aubameyang va donc sortir tout le génie qu'il a pour permettre au Gabon de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Voilà, 7 Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez donc écrit sur la page Facebook de l'émission. Je vous la rappelle, Canal 7-7 Sports. Vous pouvez nous proposer, vous pouvez tout dire, raconter, nous faire des propositions ou encore nous poser vos questions ou nous apporter certaines informations. Nous sommes là pour vous, car sans vous, nous ne sommes absolument rien. Michel, merci. Merci. Amadou, à lundi prochain. Merci, à lundi. Voilà, 7 Sports, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain. Même plateau, même heure, même décor. Au revoir.